trad. Oui, en fait, ça s'appelle une ploteuse, hein, tout simplement. Une ploteuse. Mais qu'est-ce que t'as l'esprit mal tourné, quoi. Bah, attends, on a tous rigolé, il n'y a pas que moi. Les soquets. Les soquets. Les soquettes anti-plane. Bonjour à tous, bienvenue à bord de cette nouvelle virée radiophonique en roue libre. On va faire le tour de l'Europe, on va même passer la Méditerranée et on va aller là où le vélo n'est pas juste un moyen de transport mais un véritable mode de vie, parce qu'on va ce soir croiser des gens passionnés, créatifs, engagés et très inspirants. Vous l'aurez compris, ici pas de moteur ronronnant ni de bouchons stressants, juste des pneus qui filent sur le gravier, sur les pavés, des idées qui roulent et l'envie de faire bouger la ville autrement. De Sagar électricien qui se déplace exclusivement à vélo cargo, à Antoine grand voyageur bikepacking qui prône le partage et la lenteur, en passant par Dorian et ses vélos relookés comme des œuvres d'art. Tous ont un point commun, faire du vélo un outil d'émancipation, d'expression et de transformation locale. On aura bien sûr nos chères chroniqueuses Katia et Nadia. Alors ce soir, que vous soyez en selle ou en pantoufles, laissez-vous porter parce que la ville est belle quand on la parcourt à vélo. Parce qu'on peut être acteur et actrice du changement avec un guidon entre les mains. Bonne émission à toutes et à tous, et en route pour les sockets en titane, l'émission dédiée au vélo, accompagnée de Katia. Bonjour Katia. Salut Clément, bonjour tout le monde. Bonjour Nadia. Salut. Honneur aux dames, hein, désolé. Et bonjour Dorian. Bonjour. Et alors bonjour Antoine. Bonjour. T'as été Antoine Villain. Ouais. T'as été jusqu'au Maroc. Waouh. Ouais, quand même, hein, jusqu'au Maroc. Pas mal. Parti fin août 2024. En août en plus. Ouais. Oui, mais t'étais encore dans le coin ici, j'imagine. Non, j'ai pris le train. J'ai un peu triché. J'ai pris le train jusqu'à Perpignan. Ah ouais. Ensuite, avec plusieurs amis, avec Antoine Wilmar, Wim Silmans et César Beynens. On parlera plus tard. Et on a traversé les Pyrénées jusqu'à l'océan. Et après, ils m'ont lâché. Hein. C'était un peu comme une fusée Ariane. Hein. On m'a mis sur une lampe de lancement. Et après, je suis parti vers l'Espagne, le Portugal, pour ensuite passer la mer vers le Maroc. Et au Maroc, t'as été jusqu'où ? Donc j'ai traversé tout l'Atlas en suivant une route qui s'appelle la Caravane Nord sur bikepacking.com, qui est une trace, on va dire, assez roulante, même si c'est conseillé de le faire en VTT. Et je suis descendu à vélo jusqu'à Marrakech, en passant un peu par Ouarzazate. Et ensuite, je me suis un peu perdu du côté des Saouira à Agadir. Mais avant d'arriver au Maroc, tu as quand même fait un bout de l'Espagne, le Portugal. Exact. Tout seul. Là, tu étais tout seul. J'étais tout seul. Là, ils t'ont lâché, les deux, Antoine et Wim. Oui. Et donc, après ça, passer le Gibraltar. Oui, c'était première fois pour moi en dehors de l'Europe. Je n'avais pas beaucoup voyagé précédemment et j'avoue que c'était quand même une sensation assez particulière. Et puis voilà, j'étais censé rester 2 mois au Maroc. J'ai fait un peu de volontariat d'abord dans une école, donner des petits cours de français. Et ensuite, j'ai fait du volontariat dans une école de surf. Et ça, c'était prévu ? Ou c'est improvisé totalement les cours de français, c'était prévu. Ouais, ça, c'était prévu. Mais j'étais censé rester 2 mois et je suis resté 4 mois finalement au Maroc. Ah, le Maroc, c'est quand même accueillant. Ouais. Hein, on y arrive, on ne sait plus quoi, partir. C'est clair. C'était très difficile de partir. J'ai même hésité à ne pas rentrer à vélo et à rentrer en avion pour rester plus longtemps. Mais finalement, je suis content d'avoir fait le retour à vélo. Ah oui, t'es rentré à vélo aussi après. T'as refait la même route ? Non. Donc je suis retourné au Portugal parce qu'à l'aller, les conditions météo n'étaient pas bonnes. Et donc j'ai pris un petit train pour me mettre en Espagne. Il pleuvait des cordes. Et donc j'avais pas fait le sud du Portugal. Donc en sortant du Maroc, j'ai refait l'Algarve et je suis remonté jusqu'à Ericeira. Et puis ensuite, je me suis téléporté à Malaga où des amis m'ont rejoint, Wim et César, qui avaient fait le début du voyage avec moi. Ceux qui t'ont abandonné ? Oui, non, lancé. Ah oui, lancé. Et donc, on a traversé tout le sud de l'Espagne par les montagnes. Et ils m'ont lâché à Valence et moi j'ai continué à Barcelone pour ensuite prendre le bateau. Puis c'était Sardaigne, Italie, et puis tout remonter jusqu'en Belgique, quoi. Mais avant d'en arriver à faire un voyage pareil, tu roulais déjà beaucoup à vélo ? J'ai commencé le vélo en 2021, comme beaucoup de gens, je pense, après le Covid. Je viens de la scène skate, en réalité. J'en ai fait pendant plusieurs années. Et avec mon ami Wim, du coup, il est arrivé un jour en se disant, voilà, on a envie de partir en vacances, on n'est pas certain qu'on pourra prendre l'avion ni le train. J'ai trouvé un vélo super bien, je vais partir, et je dis, je me joins. Donc j'ai acheté le même vélo que lui. Il faut savoir que Wim, c'est un bon atout. C'était quoi le vélo ? C'était un Trek 520.
C'est un gravel, c'est ça? En touring qui peut En être touring. adapté en gravel. En fait, on a choisi ce vélo parce qu'il pouvait être adapté en plein de choses différentes. C'est quoi pour ceux qui nous écoutent qui ne savent pas la différence entre un gravel et un touring? On va dire si tu sais. La géométrie du touring va être un peu plus longue, donc un peu plus confortable, là où le gravel va être un tout petit peu plus court et donc plus agressif. Et alors l'avantage du Trek 520, c'est ce qui permet de mettre des gros pneus, et donc ça permet d'avoir plus de confort bien évidemment. Et donc on est parti avec ces deux vélos, et le premier voyage était de rejoindre les Landes. Donc on est parti vraiment en touriste, on connaissait rien en bikepacking. Bon, oui, mais très fort pour geeker les choses et trouver vraiment les bonnes pièces et les bons matériaux à avoir. Donc c'était vraiment un bon atout de l'avoir avec moi pour ce premier voyage. Après ça, on a été mordu du vélo, et quand on est rentré, eh bien on venait de la scène skate, on n'était pas du tout dans la scène vélo. On connaissait pas Antoine Nulmar, on connaissait personne, enfin de vue, hein, mais tu travaillais pas dans le vélo non plus? Pas du tout. Tu as une formation de quoi à la base? Je suis prof de sciences en secondaire. Et bien donc tu comptes pas reprendre prof de sciences en secondaire? Si, complètement. Tu disais que tu avais fait du bénévolat au Maroc comme prof de français aussi, c'est ça, dans une école aussi? Ouais. Et c'était, ça devait être vachement différent de ta classe ici, je sais pas. Oui, c'était assez mixé, hein. J'avais des enfants et des adultes. La plupart avaient déjà un niveau de français relativement bon, donc c'était plus du perfectionnement, on va dire. Mais voilà, c'était une école privée, c'était pas une école de l'État, et donc j'ai pas vraiment été confronté certainement à la réalité des choses. Mais ça s'est plutôt bien passé, oui. C'était assez intéressant les échanges qu'on peut avoir avec les jeunes là-bas sur place. Et alors sur la route, on se sent pas un peu seul? Parce que tu parlais de le partage avait l'air d'être quelque chose que tu vas nous expliquer en quoi voyager seul permet de partager quelque chose. C'est ça qui est spécial, c'est un peu antagoniste, quoi. En réalité, le voyage seul fait réaliser à quel point c'est important de partager les choses. Il y a le partage sur les réseaux sociaux, mais qui, pour moi, n'apporte pas le même bien que partager des choses avec des êtres qui nous sont chers, des êtres avec qui on partage des choses dans la vie de tous les jours. Et oui, il y a des moments où on se sent seul dans le voyage. Après, bizarrement, je suis tombé sur beaucoup de gens qui voyageaient à vélo également. Et donc, je dirais que c'est presque du 50-50 au final. J'ai rencontré beaucoup d'inconnus sur la route. Alors, on partage une journée, une semaine. C'est déjà arrivé 3 semaines même avec quelqu'un. Si ça se passe bien, pourquoi pas au final, hein. Vous faites alors une partie de l'itinéraire ensemble? Exactement. Ouais. Et en fonction des vélos, j'ai partagé 3 semaines avec un Néo-Zélandais qui lui avait un vélo qui ne passait pas aux mêmes endroits que moi. J'étais en VTT et lui pas. Et donc, on suivait plus ou moins la même route. Donc, on se disait, moi, je vais dormir dans ce coin-là ce soir. On s'appelle. Et généralement, on se retrouvait. Et puis, quand on se retrouvait pas, il suffisait juste d'aller dans une auberge le matin. Il n'y a pas 1 milliard d'endroits où prendre un petit déj dans la montagne. Et puis, généralement, on se retrouvait. Donc, c'est assez sympa. Ça permet de partager des choses, d'avoir justement cette notion de partage. J'allais y venir, mais quand on arrive dans un paysage magnifique, c'est vraiment l'extase. Hein, on se sent tout petit. Quand on est tout seul, en tout cas moi j'ai ressenti le fait de ne pas en profiter à 100%. La première fois oui évidemment, mais à force de vivre ce genre de choses, il manque quelque chose. Envie de le partager avec quelqu'un, exactement. Le moment d'extase. Je trouve que c'est le seul moment vraiment qui peut être frustrant quand on voyage seul, que ce soit à vélo ou autrement. C'est ces moments-là. C'est waouh, j'ai personne avec qui le partager. Mais par contre, je trouve que quand tu voyages seul, tu es beaucoup plus connecté à tout ce qui t'entoure en fait. C'est clair. Et aux autres. Que tu fais beaucoup plus de rencontres quand tu voyages seul que si tu es à 2 ou à plusieurs. Parce que on n'a pas besoin, quand on est à plusieurs, de communiquer avec les autres. Voilà. Parce qu'on a notre besoin de communication avec les gens autour, on va dire. Ouais. C'est clair. Mais il n'y a rien qui vaut un gros câlin après avoir monté un sommet pendant plusieurs heures. Ça, c'est vraiment du partage très fort. Si c'était à refaire un tel voyage, je pense que aussi long tout seul, je ne sais pas si je le referais. De plus petit format bien sûr, mais aussi long avec quelqu'un d'autre. Après il faut trouver la bonne personne, hein, parce que... Oui. Et toi tu as quel âge en fait? J'ai 27 ans. Et alors tu as croisé des vieux sur la route aussi? Il ne faut pas avoir 20 ans pour faire des grands voyages comme ça? Pas du tout. La dernière personne que j'ai rencontrée c'était un fermier de Courtrai qui avait dingue, ça. 65 ans et c'était la première année qu'il faisait avec un vélo électrique, mais il a toujours fait, parce qu'il avait un problème de genou, il a toujours fait en vélo mécanique. Et on était au sommet d'un des derniers cols que j'ai fait à presque 2000 mètres en Autriche. Et il est arrivé comme ça, et plus de 60 ans, rencontré des très jeunes aussi, rencontré des personnes qui ont 18-19 ans sur la route. Je trouve ça jeune de se lancer dans un voyage pareil même si c'est pas forcément 9 mois, même partir 1 mois comme ça,
je trouve qu'il faut une certaine maturité pour se lancer là-dedans seul. Oui, c'est impressionnant, quoi. Ouais. Une idée me vient, Clément. On va une fois inviter mon ancienne voisine, Paloma, qui était infirmière, qui est retraitée maintenant, qui a passé toute sa vie à faire des voyages à vélo dès qu'elle avait les vacances et tout ça. Mais des grands voyages à vélo, se taper toute seule, en aller-retour en Grèce et des trucs comme ça. Vraiment partir à l'aventure, et elle continue à faire ça. Donc on va une fois l'inviter. Tiens. Parce que c'est un truc qui existe depuis très longtemps. Les gens mettaient des sacoches sur leur vélo. Maintenant, on est plus dans le bikepacking. Toi, t'avais Il y a encore des gens avec des sacoches. Oui, voilà, il y a les deux maintenant. Il y a les deux, mais... ma sacochard. La volonté que j'avais, c'est d'être le plus léger possible pour profiter sur les sentiers single track, mais je l'ai regretté à plusieurs moments. Ah voilà. Parce que le confort faire de son nuit, malin, et puis après, ça se rend compte que ça va pas là. Attends, quoi C'est le fait de pas... T'avais pas assez de trucs. Le confort, le soir, j'avais une tente trop petite pour moi. Voilà. J'avais les vêtements, le strict nécessaire, on va dire. Sur 9 mois, à la fin, j'étais... Alors que moi, dans mes sacoches, j'ai 2 tentes, moi, je voyage même avec ma petite chaise hyper confortable. Ça m'a manqué. Le soir, parce qu'après une journée de vélo, tu as envie de t'asseoir confortablement. Elle est géniale, cette chaise. Elle est hyper légère, mais elle prend de la place. Donc ça, en bikepacking, c'est pas possible, quoi. Non. C'est une forme d'ascétisme, le fait de voyager sans rien, t'es dénué de tout bien matériel. On est vraiment dans l'ascète, quoi, le pèlerinage. Ouais. Il y a des débats sur le bikepacking. Il y a un côté frime aussi. Je dis pas toi du tout, mais une partie des mecs qui voyagent en bikepacking, tu vois, il y a ce côté-là, le côté tendance, le côté look du vélo, etc. Et il y a même, c'est des débats connus, quoi, sur les chemins de voyage. On dit parfois que les bikepackers saluent pas les sacochards et il y a un snobisme. C'est comme les routards et les Je VTT. dis pas que tous les bikepackers ne me haïssez pas, je dis pas que vous êtes tous des gros snobs, mais il y en a. Ouais. Après, je pense qu'il n'y a pas de règle générale. Il y a des gens qui veulent plus s'affilier à une certaine catégorie. Moi, je suis un cyclotouriste, je vais lentement et je découvre plus le paysage. Moi, je fais plus du bikepacking, je veux aller vite, voir du paysage, être dans la performance. Je pense que le bikepacking rejoint un peu plus le côté performance, on va dire. En fait, il n'y a pas de règle. Et en fait, en fonction du voyage, j'ai vu qu'il y avait des jours, je me levais, je faisais du cyclotourisme. Alors, j'allais lentement, je parlais aux gens, je prenais un café pendant 3 heures sur une place. Et d'autres moments où j'étais juste en forme et je voulais avancer. Donc là, j'étais plus en mode bikepacking. Mais je n'ai rencontré personne sur la route qui ne faisait pas bonjour, par exemple, qui ne disait pas. Pardon, ça m'arrive pas non plus. Même les bikepackers me disent bonjour, mais je sais pas, c'est des débats Et alors, pour expliquer ce que c'est le bikepacking, si je peux essayer de décrire, c'est qu'on n'a pas des grosses sacoches, des vareuses, c'est ça, le nom. Ils n'ont pas de porte-bagages. Ça vient à la mode, les porte-bagages maintenant. À Beauvais, c'est une question de mode. Mais très light, bien sûr, comme tout. Et du coup, un bikepacker, il a une espèce de protubérance qui est derrière la selle. La sacoche de selle. Il a une sacoche de cadre dans le triangle formé par le cadre, guidon, et puis parfois sur la fourche, sur les fourches en effet, et c'est bon. Et il y en a encore une petite sur le cadre au-dessus, près de la potence. Mais encore une fois, il n'y a pas de règle. Je veux dire, le but du bikepacking, c'est d'être un peu plus léger, on va dire, que le cyclotourisme, prendre un peu moins. Et pourquoi ? Pour pouvoir conduire comme si on n'avait rien, être quasi léger. très... Si j'avais les grosses sacoches, les fondes sur le côté. Quand je faisais des sentiers, par exemple quand j'étais avec le néo-zélandais, il l'avait et on faisait parfois de temps en temps ensemble un sentier qui permettait d'accéder à... C'est ça aussi, quand on reste sur la route, parfois on n'accède pas aux mêmes endroits. Avec le VTT, même pour planter la tente, c'est facile. Plein milieu de la montagne, on plante la tente, on ne doit pas se dire je vais un peu plus loin que la route pour pas être vu. Donc c'est ça aussi l'avantage. Et on prend un peu moins de plaisir du coup quand on a le vélo qui est tout chargé pendant la journée. En fait, je pense que c'est juste, faut mesurer, est-ce que je veux être confortable la nuit ou confortable le jour ? Ou les deux, on va dire, ça dépend de notre seuil de confort, en fait, tout simplement. C'est vrai, moitié sacoche, moitié... Oui, il y a moyen... Et tu disais que maintenant, les porte-bagages sont à la mode, mais du coup, qu'est-ce qu'ils mettent sur le porte-bagages ? Ça va dépendre. Moi, mes 2 potes qui utilisent les porte-bagages vont mettre leurs vêtements à l'arrière, mais après, l'avantage du porte-bagages, c'est... Mais donc pas dans les sacoches ? Si, dans des dry bags. Les dry bags sanglés sur le rack directement. Ah oui, directement, ok. Après, l'avantage du rack, c'est qu'on va faire les courses, on veut prendre un peu plus. On peut le fixer sur le porte-bagages. Moi, avec mes sacoches, si mes sacoches sont pleines, elles sont pleines, point. Et donc, c'est là aussi l'avantage d'avoir un porte-bagages qui n'est pas complet à 100%, qui laisse des opportunités de rajouter d'autres choses dessus. Alors, niveau esthétique, il y a 3 ans, je pense que tout le monde était là en mode en bikepacking, ça ne correspond pas à avoir un porte-bagages arrière. Maintenant, on voit de plus en plus de gens en avoir. Il y a des porte-bagages en carbone. On est vraiment dans une optique de...
Alors toi, t'es pas photographe, mais Non. t'as quand même fait des belles photos de ton voyage. Avec un iPhone 8. Hein. Ah, c'est vrai. Oui. Enfin, c'est rien comparé au talent d'Antoine. Oui, voilà, Lebrun, j'allais dire, bien sûr. ouais. C'est vieux ou quoi? Parce que moi, j'ai pas de référence Ça- iPhone. ça- je On est au sais pas. 16. On est au 16. On est au Ah oui, 16. d'accord, ok, ça va. Ok. J'ai quand même réussi à me le faire voler en Allemagne. Oh non. Sur le retour, donc. Sur le retour à une semaine de rentrée. Hein, Et comment Enfin, la classique, on va dans un camping, on va laisser charger le téléphone dans les toilettes. Alors je l'ai toujours fait, hein, dès que je prenais un camping, jamais aucun problème. C'était un camping perdu, donc je me dis, pas de problème. Et je me dis, je le laisse 1 heure, je vais me poser dans ma tente, sauf que je m'endors. Et je crois que je me suis endormi 6 heures. Donc je me suis réveillé, il faisait noir. Et quand je suis revenu, il n'y avait plus le téléphone. Donc Ça, voilà. c'est chiant. J'aurais aimé partir sans téléphone au final, alors j'en ai pas du tout le courage, parce que j'avoue que c'est rassurant, cet accès à la dopamine Oui. super facile dans la tente ou dans les moments un peu plus difficiles, mais ouais, avoir une déconnexion complète aurait peut-être permis d'avoir un meilleur apprentissage de cette. T'as l'impression d'être passé à côté de certaines choses à cause de Je sais pas forcément dire l'absence ça. de déconnexion totale, non? Mais- Moi, j'ai parfois ça sur des bêtes randonnées d'une journée. Mhm. Où j'étais là et je vois un truc et au lieu de l'apprécier, je vais prendre une vidéo pour ma story et tout. Ouais. Et le lendemain, je suis là, mais pourquoi j'ai fait ça? Je me dis, j'ai pas été tellement dans le truc, quoi, tu vois. Donc maintenant, j'essaye de me forcer à, je vais rouler, je mets le téléphone sur mode avion et j'y touche pas, quoi. Ouais, c'est- Au pire, je fais une photo à un moment donné et puis Mhm. c'est tout, quoi. Ouais. Mais voilà, à terme, je pense que le voyage d'il y a 20-25 ans devait avoir un impact beaucoup plus grand que celui qu'on a maintenant. Parce que maintenant, c'est facile. Le matin, on se lève, on va suivre une route qui a déjà été faite par quelqu'un. C'est un peu moins l'aventure. Mais ça reste une aventure. Sûr. Ouais. Quelle belle conclusion. Bah Ouais. oui, j'en mets C'est très je, philosophe, hein, ça. je mets une virgule. Voici venu le temps de la chronique. La nomade sédentaire, qu'est-ce qui t'a inspiré aujourd'hui? Le monde, l'état du monde, mais je vous bah ça- rassure, on va pas faire un suicide collectif. Je vais parler de pédaler pour demain. Il y a des jours où l'actualité nous écrase, des jours où les nouvelles tombent comme une pluie froide et incessante, des guerres lointaines qu'on ne comprend plus, le climat qui s'emballe, la violence, même là où on pensait être en sécurité, comme dans un parc. Et parfois on se dit que tout fout le camp. Alors on baisse les yeux, on baisse les bras, et on oublie qu'on peut encore agir, à notre échelle, à hauteur d'homme ou de femme, à hauteur de pédale. Parce que oui, il y a des matins où je monte sur mon vélo, avec un nœud dans le ventre, le monde trop lourd sur les épaules. Mais il y a aussi des matins où ce simple geste, enfourcher ma bicyclette, sentir l'air sur mon visage, entendre le cliquetis de la chaîne, me rappelle que l'espoir, ça se fabrique. C'est politique, c'est poétique aussi. C'est prendre une rue comme on prend la parole. C'est se glisser entre les bus et les pavés avec la douceur des choses qui refusent de céder à la brutalité. C'est dire non sans crier, dire oui sans condition, oui à un air plus pur, oui à des villes apaisées, oui à une manière d'être au monde qui fait moins de bruit. Le vélo, c'est peut-être l'une des dernières utopies concrètes. Il ne promet pas de sauver le monde, mais il commence par sauver une journée, une respiration, un moment de liberté dans une ville qui sature. Cette ville patchwork, cette ville de briques et de broles qu'on aime autant qu'on la maudit, elle change. Lentement, parfois douloureusement, mais elle change. Les personnes à vélo sont désormais partout. Des enfants qu'on voit filer sur les pistes rouges avec leurs cartables trop lourds et leurs rêves trop grands. Des livreurs qui résistent, des grands-mères qui osent, des couples qui se tiennent la main à l'arrêt, au feu. Et il y a des sourires échangés, même furtifs. Et ce miracle invisible qui se produit chaque fois qu'un moteur en moins fait place à un silence habité. Oh, bien sûr, ce n'est pas parfait. Bien sûr, on râle, les infrastructures, les voitures, la pollution, la pluie parfois, mais on avance. Et ce qui était marginal devient peu à peu une évidence. Je ne dis pas qu'il suffit de pédaler pour que tout aille bien, mais je dis que c'est un bon début, un petit acte de résistance joyeuse. Un acte qui dit « je choisis la lenteur dans un monde qui court à sa perte ». Je choisis la simplicité là où tout est complexe. Je choisis de rester vivante, je choisis de rester libre. Alors oui, la planète brûle, chaque coup de pédale rallume une étincelle d'espoir. Peut-être qu'on n'arrêtera pas les guerres, peut-être qu'on ne gagnera pas contre les puissants, mais au moins on aura essayé d'habiter ce monde autrement. Et ça commence ici, à vélo, à hauteur de cœur. Merci Katia. Bon, en même temps, vous avez peut-être vu passer un article du Monde qui disait que le vélo, c'est pas du tout ça. Le vélo, c'était un truc où tout le monde... Chacun pour sa gueule. Chacun pour sa Mais gueule. il n'a pas tort. Hein. C'est devenu un peu n'importe quoi, j'avoue. Hein. C'est vrai, il y a un peu de ça. Hein. Et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'indépendamment du moyen de transport,
on est dans un monde, une société qui est devenue très égoïste, très individualiste, et chacun pour sa gueule, quoi, sur les pistes cyclables comme sur la route. Hein, donc je suis assez d'accord avec ce qu'ils disent dans le monde. Ouais. Je sais pas ce que les autres en pensent. Donc c'est bien que tu prônes l'utopie encore. Merci, mais Katia. J'y crois encore, comme dirait l'autre. C'est quoi la chanson J'y crois encore. Ah oui, c'est ça. Restons quand même positifs et optimistes. Et roulons à vélo. Et roulons sur des beaux vélos aussi. Alors on dirait une boîte à cigares en acajou. Non mais tu sais, tu vois les boîtes à cigares en marqueterie. Son vélo à Dorian qui s'appelait avant l'atelier du dodo. Tu étais venu à l'époque. Carte blanche. Maintenant je vois, bah oui, qui maintenant s'appelle carte blanche custom. Toi, tu as aussi changé de vie. Tu n'étais pas du tout peintre de vélo à la base. Hein, Alors, on peut tourner la chose dans l'autre sens. On peut peut-être dire que j'étais toujours peintre de vélo depuis que je suis tout petit. Mais effectivement, professionnellement, j'ai bifurqué à un moment donné. Je pense que j'ai peint mon premier vélo, un de mes vélos perso, je pense 13 ans. Et j'ai jamais arrêté en fait. Allez, avec des bombes de dans peinture. Le jardin, avec mon papa qui m'a donné un coup de main. Mais ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis après, tu as trouvé un boulot de bureau normal Alors, en fait, moi j'ai toujours bossé dans le vélo. Comme mécano. Non, alors moi j'ai commencé aussi chez Biker City en tant que manager. Puis après, je suis devenu partenaire en fait dans Biker City. Et après, j'ai décidé justement de développer ce projet-là en fait de peinture parce que c'est vraiment quelque chose qui me bottait. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu as envie de faire en fait concrètement, professionnellement, qu'est-ce qui te rendrait vraiment heureux là-dedans? Le vélo, j'adore. Enfin, tous les secteurs, que ce soit la mécanique, la vente, la relation. Mais ce qui me plaisait le plus, c'était ça. Donc je me suis dit, bon, on va essayer, on va un petit peu voir ce que ça donne, et puis bon, finalement, je suis encore là. Mais on va essayer, tu as pris des cours pour faire ça? Alors, c'est un métier qui est très très peu répandu, si on peut appeler ça un métier d'ailleurs. Je pense qu'en Europe, on doit être... parce qu'il y a une différence entre en vivre et le faire. Ceux qui en vivent, je pense qu'il doit y avoir une dizaine, vraiment un tout cassé d'entreprises qui font, qui font des peintures spéciales, custom pour des vélos. Mais des gars qui font de la carrosserie sur des voitures, ça par contre. Alors, des carrossiers, t'en as à tous les coins de rue, mais en fait, le principe est le même. C'est les mêmes outils que tu utilises, donc un pistolet, tout simplement. À peinture, dans une chambre, dans une cabine de peinture. Une cabine de peinture. Alors. Tu peux aussi le faire. Il fait pas ça dans sa salle de bain. Il fait ça dans un truc qui aspire. Je pense que c'est ça. T'as de la ventilation. Et en fait, tu pulvérises déjà des produits qui sont un petit peu nocifs, généralement. Donc t'es complètement. Je sais pas si tu vois dans Breaking Bad, tu vois, quand je vois. Quand ils font de la meth, en fait, moi, je suis pareil. Mais tu fais pas de la meth. Ah oui. Non. Et oui, donc du coup, c'est quelque chose qui est encadré. Donc tu dois avoir un certain type de ventilation, déjà ne serait-ce que pour ta santé. Et c'est aussi important pour le rendu en fait de tes peintures, parce qu'il faut qu'il y ait le moins de poussière possible, pour que tu aies la meilleure finition possible aussi sur les vélos. C'est ce qui te fait que tu as moins de travail de finition à la fin. J'avais pas pensé à ça. Moi j'imaginais dans son garage avec son pinceau. Non. Parce que la peinture en fait c'est au final très peu de peinture en fait, sur le temps que prend une peinture. Je pense que je dirais appliquer la peinture sur le vélo, ça doit prendre, je pense, 10% du temps. C'est quoi, attends, parce qu'il faut d'abord décaper le vélo, toute la peinture existante. Ouais, il faut, en fonction des cas, donc si tu travailles sur un vélo neuf, des fois on te donne le cadre brut. Il faut d'abord tout enlever, tout ce qu'il y a sur le vélo, il faut démonter l'intégralité du vélo, et moi j'utilise juste les pièces à peindre. Et donc après il faut les préparer, donc soit enlever la peinture déjà existante si c'est une remise en état par exemple, et faire un masking, donc ça veut dire toutes les pièces, tout ce qui est fileté, donc les boîtiers de pédalier, les bouchons de vis pour les gourdes, ce genre de choses, tout ça il faut protéger. Tous les pas de vis, tous les pas de vis avec du tape, un tape. Avec du tape, ou alors moi j'utilise une machine également en fait pour avoir on va dire un finish plus détaillé en fait, plus propre. Donc en fait j'ai une machine qui me découpe des petits ronds en fait, ou alors des losanges, des ovales. Coller sur les zones. Tu colles dessus en fait, comme ça quand tu peins en fait c'est vraiment ultra net. Donc c'est aussi un peu ça qui fait la différence quand tu le fais dans ton jardin ou pas. L'imprimante 3D Oui, en fait ça s'appelle une ploteuse tout simplement. Une ploteuse. Mais qu'est-ce que t'as l'esprit mal tourné quoi. Attends, on a tout rigolé, il n'y a pas que moi. Mais ploteuse. Voilà. En anglais on dit un vinyl cutter. Donc c'est un peu moins grivois, mais voilà. C'est plus joli en français. Donc t'as la ploteuse qui fait des petits collants à mettre sur les zones qu'il ne faut pas de peinture. Et donc une fois que tu as appliqué... Personne qui aime ploter, c'est pas ça. Non. Ça s'écrit comme une peloteuse. Écoute, je sais même pas, j'en ai aucune idée. Ça y est.
On l'a perdu. Tu nous as perdu, Ouais, c'est c'est ça. On vous a perdu. Et du coup, après quand tu as collé Oui, les... gardons le fil. Oui. Et donc, du coup, une fois que tu as protégé tout ça, en fait, tu dois mettre un primaire d'adhésion pour que la peinture accroche bien. Mhm. Ensuite, tu dois le poncer pour qu'il soit bien lisse, pour qu'il n'y ait pas d'aspérité. Donc là, on parle déjà de au moins 1 heure à 2 heures de travail, déjà avant même de mettre la peinture. Et ensuite, après, tu mets ta première couche de peinture s'il y en a une seule. Après, peut-être une deuxième, une troisième. Et entre chaque couche de peinture, en fait, tu dois bloquer cette peinture. Fixé. La fixer, effectivement, parce que la peinture, il faut que tu la vernisses obligatoirement pour avoir vraiment un résultat homogène et solide. Tu dois la vernir dans l'heure, Mais pas Après entre chaque chaque couche. après chaque couche. Mais Ouais. pourquoi on vernit entre les couches? C'est bizarre ça. Ben, en fait, c'est parce que la peinture, au bout d'1 heure, en fait, elle va plus bien communiquer avec la couche de dessus, à savoir le vernis qui protège, en fait, qui protège la peinture. Ça, c'est vraiment obligatoire. Donc, du coup, si tu as quelque chose avec 3 couleurs, eh ben, et tu dois travailler, en fait, sur plusieurs jours. Et D'accord. donc, bloquer ça, soit avec une couche intermédiaire, où on va pas rentrer dans les détails, ou alors du vernis. Mais une fois que tu as un vernis dessus, il faut le reponcer pour que tu aies à chaque fois une surface très lisse. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et- C'est pas, Ouais. pardon, c'est juste pour que ce soit lisse qu'on ponce ou c'est aussi pour que ça accroche mieux qu'on doit Alors poncer? en fait, si tu ponces, c'est pour exactement ces 2 raisons. Déjà pour que ta surface soit toujours lisse, pour avoir un finish vraiment nickel, et aussi justement pour créer une base d'accroche pour la couche d'après. Hein. Ouais. Parce que sinon, en fait, les couches, c'est juste des choses superposées les unes sur les autres et ça va être fragile, quoi. Donc il y a beaucoup plus que ce qu'on croit. Dans le processus de la peinture, c'est pas si facile que Ah ça. non. C'est pour ça en fait qu'on n'est pas tant que ça non plus. Et les carrossiers, c'est la même chose ou pas pour les voitures? Ouais. C'est les mêmes étapes? Ouais, c'est exactement les mêmes étapes, mais Enfin, il y a par du contre- mastic par contre plus. Ils Oui, mastiquent. alors moi ça m'arrive aussi d'utiliser du mastic quand c'est on va dire des rénovations, des réparations, quand tu as des fois un POC, donc ça c'est ce qu'on appelle un coup dans le tube. Ouais. En fait tu peux très bien mettre du mastic, mais ça intervient avant en fait l'étape de préparation, quoi. Ah. Ouais, ouais. Et c'est Et- qui tes clients? Pardon. C'est plutôt des particuliers? Alors, c'est ultra varié. En fait, moi, je travaille pour certaines marques de vélos, je travaille pour des particuliers également, pour des magasins, pour des assurances. Ah, il y a des marques de vélos qui font... On peut les citer. Hein. Ah. Oui, mais- bah alors là, nous, on travaille parce que, alors, il faut pas oublier que je suis pas tout seul hein, dans Carte Blanche. J'ai mon associé Arnaud qui lui s'occupe des réseaux sociaux et de tout ce qui est D'accord. clientèle, qui fait ça très bien d'ailleurs. Bah oui, effectivement, on travaille en partenariat avec une marque principalement qui s'appelle Open. Donc ça, c'est une marque. Ce vélo-là. Celui qui est là. J'allais Ça, dire c'est pourquoi il est des marqué Open parce que vélos de gravel en fait. très joli. Hein. Sportifs ou vélos de route. C'est Ouais. quel pays Alors, eux sont basés en Suisse, mais en fait, pour simplifier... Suisse, tu savais qu'ils fabriquaient des Bah, vélos il en est Suisse? payé en francs suisses, t'as vu comment il est. Bah ouais, attends, merde. Non, c'est une marque en fait qui a été créée par vraiment 2 pontes du vélo qui sont Gerhard Vroomen qui a créé Cervélo, donc sur laquelle la Jumbo Visma roule, il y a Vingegaard et tout ça, et le créateur de BMC, qui est une marque de vélo suisse aussi d'extrêmement bonne qualité. Et en fait, c'est un petit projet qu'ils ont fait à côté où là, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire vraiment, à savoir du vélo pour le plaisir. En restant sportif, bien sûr, mais en sortant un peu des sentiers battus de ce qu'ils faisaient avec les grosses machines que sont leurs marques à eux. Mais donc c'est un budget quand même... C'est des vélos qui coûtent assez cher, effectivement, mais là, parce qu'on est plus dans une dimension sportive. Après, c'est comme Antoine disait avant, du vélo, tu peux en faire sur n'importe quel vélo. Après, il y a aussi une dimension sportive où là, tu te retrouves dans des budgets qui sont beaucoup plus élevés. Et là, on ne parle pas du simple au double. Il n'y a pas vraiment de limite. Mais les peintures que tu fais pour cette marque suisse, c'est standardisé là. C'est toujours la même peinture. Alors- ou t'as des commandes Ça dépend. En spécifiques. fait, moi, ce que je préfère, bien entendu, c'est justement quand on a des commandes spécifiques où ça sort un petit peu du lot, plutôt que de demander un vélo noir. Ouais, parce que ça, ils pourraient le faire autrement. Alors, quoi. Open a pris la décision maintenant en fait, de relocaliser toutes leurs activités en Europe. Donc, ne serait-ce que la fabrication des cadres ou de leurs pièces. Mhm. Et du coup, ils ont aussi décidé de faire confiance à des peintres en fait, européens. C'est beau comme politique. Ouais, c'est assez chouette. C'est rare. C'est rare, ça vient à un coût aussi, on en Ouais. parlait avant du coût. Là, c'est des vélos qui sont faits en carbone, donc c'est déjà des vélos qui coûtent cher de base. Mais alors, quand c'est fait en Europe, ça demande quand même quelques sacrifices des fabricants et du client aussi. Hein, parce Un que bras, une jambe. Ouais, voilà, un rein. Voilà. Ça dépend. Ouais. Ben oui, et du coup, c'est assez intéressant leur démarche.
effectivement. Donc on est très fiers de bosser avec eux. Ouais. Mais sur ce vélo, t'as pris combien, enfin, c'est combien de temps de travail, par exemple, pour ce type de vélo? Alors, tout, l'opération de A à Z. Alors celui-ci, c'est un très très mauvais exemple parce que celui-ci m'a demandé énormément de temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai enlevé toute la couche de peinture pour arriver jusqu'au carbone brut. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut être fait qu'à la main. C'est quelque chose qui prend du temps, donc on a pas mal de clients qui sont un peu surpris quand ils font appel à nous, quand ils demandent un devis. Mais oui, on est généralement en moyenne entre, je dirais 5-6 heures de travail sur un cadre. Oui, ça reste de l'artisanat de niche. Hein. Ouais. C'est à partir du moment où tu aimes bien un objet et que tu t'estimes qu'il mérite d'être unique et qu'il ne soit pas comme celui des autres, et ben effectivement, ouais, là, c'est possible. Non, ben merci. En carte blanche, custom. .cc. Merci Custom, carte blanche Custom. Avec plaisir. Merci Dorian pour les peintures magnifiques que tu fais et merci ma chère et tendre chroniqueuse. Avec plaisir. Prenez soin de vous. Faites du vélo. À bientôt. Belles aventures au vélo avec le vélo. Roulez à vélo.